qu'au-delà de la finance, il y a aussi des questions de traçabilité, d'organisation des entreprises, des filières, qui sont aussi des sujets déterminants. Donc on va avoir 45 minutes d'échange, on va évidemment prendre des questions, je pense 10 minutes à la fin, et puis quoi qu'il arrive, vous pourrez leur poser des questions aussi cet après-midi, et je pourrai aussi vous donner leur contact, et vous pourrez voilà, les harceler de questions. Si vous pouviez juste rapidement vous présenter, et puis après on va démarrer. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Fabien Frechter, je suis vice-président de Vivendi en charge de la stratégie d'innovation et depuis quelques années on va dire dans l'écosystème Web3. Bonjour, Frédéric Montagnon, je suis ingénieur devenu entrepreneur il y a 25 ans et aujourd'hui je suis président d'un projet qui s'appelle Ariani. Bonjour, Simon Vigneault, je suis le directeur de Nicomatic Explorer qui est de la filiale d'innovation du groupe Nicomatic, fournisseur de micro-connectiques pour le secteur défense aéronautique. Et donc moi je suis Raphaël Blog, journaliste crypto depuis 9 ans, l'un des cofondateurs, je ne sais pas où est la baleine, mais elle doit être par là, voilà, de Big Whale. On est une plateforme de data et de recherche sur tous les sujets des crypto-actifs. Frédéric, je vais commencer avec toi. C'est vrai que voilà, on parle beaucoup de sujets financiers quand il s'agit de blockchain et de crypto. Est-ce que c'est totalement exagéré ou ça correspond à une réalité et finalement, effectivement, il n'y a pas beaucoup de cas d'usage en dehors des paiements et de la conservation des crypto-actifs? Peut-être une question, qui a des crypto-actifs dans la salle? Bon, voilà. Donc en fait, la réponse, elle est donnée, c'est que ça intéresse évidemment plus les gens de savoir s'ils gagnent de l'argent le matin que de savoir si on fait de la supply chain ou d'autres opérations sur la blockchain. Je pense que ça vient de là. Et puis historiquement, ça vient du fait que le premier cas d'usage et la première application du déploiement d'une blockchain, c'est pour faire de la crypto-monnaie. Et donc à partir du moment où on est parti de là, il est assez logique finalement que cette avance de phase de cette application, qui est celle de pouvoir simplement sécuriser de la valeur et permettre l'échange de cette valeur, soit ce dont on parle le plus. Il ne faut pas oublier que Bitcoin, le titre du papier qui décrit Bitcoin, c'est un moyen de paiement. Donc on est dans cet univers-là. Pour autant, il y a plein de choses qui se passent sur des blockchains. On l'utilise pour beaucoup d'autres choses et on va en parler. Mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu moins sexy que de savoir que Bitcoin a pris 10% hier. Et alors justement, ça fait peut-être un peu plus de 10 ans que tu es dans cet univers. Pourquoi Ariani et quel est un peu le cas d'usage que vous avez identifié? Peut-être que ça a évolué au cours des années. Excellente question, merci de me la poser. Ariani, on est parti il y a presque 7 ans maintenant, en se disant, au final, la monnaie, quand elle est sous forme numérique, c'est de la donnée comme une autre donnée. C'est une donnée qui est un petit peu particulière, parce que quand on touche à de la valeur, on a envie de la sécuriser. C'est peut-être le titre de cette conférence. On a envie de la sécuriser plus peut-être que d'autres types de données, mais ça reste une donnée dont on veut garantir la pérennité, dont on veut garantir la validité dans le temps, qu'on ne veut pas pouvoir dupliquer ou modifier n'importe comment. Et quelque part, dans un univers numérique, il y a plein d'autres données qui ont autant de valeur que de la monnaie, des titres de propriété, des preuves de tout ordre. Et ces données, elles méritent d'avoir le même traitement. Et donc on s'est dit, on devrait pouvoir aussi appliquer ces mêmes technologies avec les mêmes propositions de valeur pour d'autres types d'informations. Et nous, on est parti du principe que pour participer à cette vague de décentralisation des systèmes d'information, c'était bien de s'appuyer sur des entreprises, et en particulier sur des marques, et d'essayer de mettre dans les mains de ces marques des outils et des architectures donc Web3 décentralisées, on les empruntera comme on voudra, pour permettre de recréer une relation entre ces marques et leurs clients. Et de la manière dont on le fait, c'est qu'on permet aux marques de créer ce qu'on appelle des passeports numériques pour des objets. Donc c'est une sorte d'identité pour les objets. On a commencé avec des marques de luxe. Aujourd'hui, on est de plus en plus, on travaille avec l'électroménager. Tu peux citer quelques marques ou... Oui, on travaille avec tout le groupe Richemont, donc c'est WC, Vacheron Constantin, Panerai. On travaille avec Breitling, on travaille avec... Aujourd'hui, on est passé dans le monde de l'électroménager avec Darty Ecosystem, donc toute la filière qui permet le retraitement des gros déchets. Je pourrais en citer d'autres. On est une cinquantaine aujourd'hui de marques qui travaillent avec notre protocole et toutes utilisent notre protocole pour créer des identités, donc des passeports numériques d'objets qu'elles vont utiliser pour stocker de l'information autour du produit tout au long de sa vie. Donc on maintient un produit, on le répare, il change de main jusqu'au jour où il va être recyclé.
Et toutes ces informations-là, on a envie de les conserver de manière précieuse, durable, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Après, je vous poserai tous la question sur effectivement, est-ce que c'est vraiment indispensable d'avoir peut-être une blockchain pour faire tout ça? Mais avant cela, Simon, vous, le cas d'usage que vous avez identifié, pourquoi vous vous êtes mis effectivement à ce sujet, sachant que vous étiez une entreprise qui, elle, n'était pas à la base spécialisée dans la blockchain? Oui, alors nous, c'est une entreprise industrielle, donc rien à voir avec des sujets blockchain. On ne faisait pas de développement, on n'avait pas de sujet cybersécurité sur de la donnée, etc. Nous, c'est arrivé par des sujets plutôt de réglementation. Dans l'industrie, les nouvelles règles, les nouvelles normes qui arrivent nous imposent de travailler non plus uniquement sur nos données, mais sur les données de l'ensemble de la supply chain. Donc la problématique avec ça, c'est qu'il faut que la supply chain partage ces informations. Et sauf que les données dont on parle sont des données sensibles. C'est-à-dire que ce pas des données qu'on veut mettre à disposition de tout le monde et qu'on ne veut surtout pas divulguer, y compris à nos clients ou à nos fournisseurs. Mais on est obligé de les traiter. Donc tout de suite, le sujet de la blockchain est apparu. C'est évident que c'est un moyen, un outil qui est clair pour du partage d'informations. Ça se fait très bien, c'est natif sur cette techno. Est arrivé après, par contre, la problématique du blockchain public, blockchain privé. En 2018, beaucoup d'entreprises, en fait, c'est pas si récent que les industries s'intéressent à ça. Il y a eu énormément d'initiatives en 2017, 2018, type Boeing, Airbus, j'en passe, des grands Renault, des grands groupes se sont intéressés à ça sur des blockchains privées avec des créations de consortiums. Évidemment. Avec un succès plus ou moins... Avec un gros échec. On ne va pas dire un succès plus ou moins, c'est un énorme échec. Et tous ceux qui vous diront le contraire ont travaillé là-dedans, c'est juste pour ça. Non, c'est un gros échec. Le problème est clair. Vous êtes obligé de créer un consortium, des entreprises avec différents intérêts qui doivent travailler ensemble. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, c'est clair. Donc, on s'intéresse à des protocoles publics sur lesquels on rajoute du chiffrement pour cacher les données qu'on veut partager mais qu'on ne veut pas divulguer. Donc, Ok, non, très bien. Je voyais juste Fabien qui dodelinait de la tête, sous-entendu, on peut quand même réussir à faire des choses en consortium. Tu pensais à quelque chose en particulier? Je vais être extrêmement mesquin. Je suis tout à fait d'accord avec toi, à 300%. Le problème, quand on fait de la tech, c'est qu'on a un regard de techos. Moi, j'ai un souvenir, le groupe Vivendi appartient au groupe Bolloré. À l'époque, j'accompagnais le groupe Bolloré qui avait été approché par un géant de la tech qui faisait un consortium de tous les ports sur une blockchain privée. Est-ce que technologiquement... Alors, les ports, les bateaux. Les ports, les bateaux. Est-ce que technologiquement, ça fonctionnait? Absolument. Ça permettait de recentraliser toute la data autour d'un seul acteur. Ce n'est pas du tout de la blockchain, hein, par contre. Et à quoi ça a servi? Ça a servi à l'acteur qui a mis en place la blockchain de faire ni plus ni moins de l'intelligence économique et de piquer toutes les datas de tout le monde et de racheter tous les membres qui ont, contrairement à nous, rejoint la blockchain. Donc, est-ce que ça sert à rien? Ça servait à faire de la déstabilisation. Et pour le coup, c'est pas rien, surtout quand on est dans un forum de la cybersécurité, de savoir qu'est-ce qui est de la tech pour du business, qu'est-ce qui est de la tech pour du buzz et qu'est-ce qui est de la tech pour de la déstabilisation. Nous, chez Vivendi, je ne sais pas si vous savez qui est le fondateur de Vivendi, c'est une boîte qui est très récente, c'est Napoléon III. On est une boîte qui a été créée il y a quelques siècles. À l'époque, c'était une boîte qui faisait de l'eau. C'était la compagnie des frères Perrier qui ensuite a été rebrandée 10 fois, qui est devenue une boîte d'immobilier, puis une boîte petit à petit d'investissement et aujourd'hui d'entertainment, avec des marques que vous connaissez, Canal+, Pierre-Louis Hachette, Lagardère, ou encore Prisma Media, Havas, Gameloft, etc. Et on a exactement la même logique, c'est qu'on n'est pas des blockchains natives, enfin moi peut-être un petit peu, mais on n'est pas on n'était pas obligé d'aller là-dedans, sauf qu'on a des réalités qui sont en train de nous impacter directement depuis maintenant plusieurs années. Et puis aujourd'hui, c'est devenu complètement mainstream. Moi, l'IA, la blockchain, ça fait quand même quelques années qu'on en parle. Mais pour rebondir sur exactement ce que tu disais, nous, notre problème, c'était pas sur les objets physiques, c'est sur les objets numériques. On est des créateurs de contenu. Quand on crée des contenus et qu'on est face à une technologie qui s'appelle l'IA générative et qui, dans votre cœur business, est en train d'impacter directement la chaîne de production et surtout la chaîne de valorisation, eh bien, vous allez chercher le bon outil, l'outil efficace qui va vous permettre de vous protéger en termes de droits, en termes de propriété intellectuelle, en termes de valorisation. Et c'est là où on arrive au sujet blockchain. Mais alors justement, je pense que tout le monde sera d'accord avec ce que tu viens de dire, mais est-ce que pour mettre en place
ce que tu viens de dessiner, on a absolument besoin de la blockchain. Et là-dessus, la question est pour vous trois. Est-ce qu'avec le recul, dans ce que vous avez pu essayer et là où vous en êtes aujourd'hui, c'est fondamental de recourir à la blockchain? Et notamment, je pense plutôt à la blockchain publique, si vous pouviez un peu préciser entre privé et public. Je peux commencer, puis après laisser rebondir. En fait, quand on veut protéger quelque chose sur Internet, nous, on a toujours 3 besoins. Le premier besoin, c'est la sécurité la plus extrême. Bon, là, il n'y a pas forcément besoin de blockchain, il y a suffisamment d'outils qui sont en showcase en bas pour parler cybersécurité. On a besoin d'un deuxième truc, c'est la transparence. Et c'est la clé pour moi. La transparence, pourquoi c'est la clé? Parce que, en fait, finalement, ça permet d'éliminer tout de suite les cas d'usage qui n'en sont pas. À partir du moment où vous ne voulez pas que vos données soient transparentes, passez pas sur la blockchain. Puis la troisième chose encore plus importante, parce que vous allez me dire, la transparence, elle peut être relative, y compris sur la blockchain, puisque je vais hacher mes contenus. Mais la troisième chose, c'est la décentralisation. Et à partir de là, si je veux que ma donnée soit centralisée, j'ai aucune raison d'aller sur la blockchain. Dans ce contexte-là, pour faire simple et rester simple, on a fait plein d'essais. Et nous, le principal frein, jusqu'à encore quelques années, je ne vais pas le cacher, c'était des freins écologiques. Lorsqu'on était en proof of stake, en proof of work, c'était des freins financiers, ça coûtait très cher. C'était des freins d'implémentation, il fallait avoir les équipes, les personnes qui comprenaient. C'était des freins politiques, pas seulement régulatoires ou juridiques, c'est des freins politiques parce que dans les entreprises, on avait et on a toujours largement des acteurs dans les conseils d'administration qui ont peur dès qu'on dit le mot blockchain ou le mot crypto. Et enfin, sans doute, c'était un frein de compréhension, de pédagogie. Et d'ailleurs, chez nous, on a en place pour nous-mêmes et pour nos clients tout un tas de dispositifs de pédagogie, d'éducation, de formation sur ces sujets. Là-dessus, Frédéric, sur l'intérêt d'utiliser une blockchain et pas justement autre chose pour faire ce que vous faites? D'abord, on n'a pas plus besoin d'une blockchain que de cloud. Enfin, je veux dire, c'est des outils. Après, ils répondent plus ou moins bien à une question. La proposition de valeur numéro 1, de mon point de vue, d'un élément qui est décentralisé, c'est d'être un commun de données, c'est-à-dire un bien commun qu'on partage, sur lequel on va mettre de la donnée. Et cette donnée, elle va être accessible à ceux qu'on autorise à avoir l'accès, c'est-à-dire est-ce que c'est chiffré, pas chiffré. On crée des conditions pour que des gens puissent se la partager, puissent pouvoir montrer cette donnée. Ce qui est important, c'est que la source de vérité de cette donnée, elle est toujours la même pour tout le monde. Et donc, contrairement à du cloud, il n'y a pas besoin de se faire confiance pour savoir si la donnée est véridique ou pas. On peut s'en servir. La notion de commun de données, c'est quelque chose qui n'existe pas jusqu'à présent, jusqu'à ce que les blockchains existent. Parce que pour pouvoir le créer, on était obligé de faire appel à des tiers qui déployaient des plateformes centralisées, et puis c'est eux qui avaient les clés et qui donnaient l'information à un ensemble de gens qui ont envie d'interopérer. Alors c'est très bien jusqu'à ce que ce tiers-là devienne prédominant sur le marché et se mette à exercer des tarifs et puis à déterminer quelles sont les fonctionnalités qu'ils donnent à disposition du marché. Bon, ça, vous les connaissez, ces communs de données, ils s'appellent Meta, ils s'appellent Alphabet, etc. Et a priori, ça devient un problème dès lors qu'ils sont en situation d'hégémonie. Donc ce bien de commun, ce commun de données, il peut exister d'un point de vue technologique. C'est ça l'intérêt d'utiliser une blockchain. Après, il y a un degré d'ouverture plus ou moins important. On parle de blockchain publique. Moi, je trouve que c'est une solution qui est extrêmement élégante et intéressante parce que, par nature, une blockchain publique, c'est quoi? C'est de l'open source. Donc ça veut dire que tout le monde est capable de voir comme le fonctionnement et de pouvoir vérifier lui-même le... Je t'interromps, mais c'est en opposition à une blockchain privée qui est contrôlée par un ou quelques acteurs. Oui, alors il y a plein de... Je ne sais pas si on veut rentrer dans le détail, mais il y a plusieurs échelons, c'est-à-dire qu'une blockchain publique, elle est opérée par n'importe qui et elle est ouverte. Une blockchain à consensus privé, on peut réduire les gens qui opèrent la blockchain, mais elle peut continuer à être en accès. Et puis il y a des blockchains complètement privées qui là peuvent être opérées par des gens qu'on choisit et qui n'est pas accessible au commun des mortels. Bon. Donc il y a plein d'échelons différents. Bon, je trouve que la forme qui est la plus intéressante d'un commun de données, c'est d'être au niveau complètement public, simplement parce que ça garantit de la pérennité, ça garantit l'interopérabilité, c'est-à-dire que le fait que le code soit ouvert et que tout le monde puisse y accéder signifie qu'il n'y a pas de propriété à venir créer des connecteurs, venir construire, accéder à l'information.
à nouveau, l'information peut être chiffrée, elle n'est pas forcément accessible de manière claire, mais l'interopérabilité, ça c'est aussi quelque chose de très important. Il n'y a pas d'interopérabilité chez Amazon, à part ce qu'Amazon accepte bien de vous laisser faire. Mais si vous voulez sortir de l'environnement Amazon, il ne vous reste pas grand-chose. Là, la notion d'interopérabilité, c'est vous connaissez les conditions et vous connaissez la technologie, vous pouvez vous en servir, vous pouvez créer des couches supplémentaires au-delà de ce qui a déjà été fait par une communauté pour adapter à vos propres besoins. On rentre dans un univers en termes de souveraineté, et c'est ça le mot qui est important, en termes de souveraineté, on rentre dans un Internet souverain à partir du moment où on se repose sur cette... Et pour bien comprendre, Ariani, c'est l'équivalent de la première couche dont se serviraient justement tous ces acteurs de marché? Alors il y a des machines, ensuite il y a une blockchain, et nous on vient développer un protocole applicatif au-dessus qui fonctionne sur une blockchain, et donc ensuite les gens peuvent développer des choses encore au-dessus, mais c'est un espèce de sandwich, et tout ça c'est des sujets d'infrastructure au passage, donc ça... Je reboucle sur ta question du début, c'est pas simple à comprendre, c'est des choses qui touchent pas tout le monde, donc c'est normal qu'on en parle beaucoup moins que des sujets financiers et des mêmes coins autres, mais quand on s'intéresse à l'infrastructure, par contre, oui, ça a de l'intérêt. Et là-dessus, Simon, même question. Donc, ça fait quoi maintenant 2-3 ans que vous travaillez sur les sujets blockchain. À date, vous en êtes où? Vous accompagnez des entreprises. On en avait parlé. Vous avez aussi travaillé, je crois que c'est toujours d'actualité, sur structurer une filière dans l'aéronautique. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Alors, déjà, juste pour répondre à ta question précédente qui était pourquoi la blockchain dans notre cas, clairement, le sujet de décentralisation, c'est le sujet premier. Le bien commun, la définition du bien commun de la donnée, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup aussi quand je discute justement avec la filière aéronautique. C'est quelque chose qu'il faut qu'ils comprennent, qui est complètement nouveau pour eux. Quand on discute avec, en l'occurrence, dans mon cas, un Airbus, Airbus aujourd'hui demande à ses fournisseurs de la donnée en vrac, l'impose, et en fait, là, ils n'ont jamais rien, quoi. Globalement, ce qui se passe, c'est que la donnée ne remonte pas. C'est logique, puisqu'ils demandent des secrets industriels quasiment. Donc, les gens ne les partagent pas, et de toute façon, Airbus, à la fin, n'a rien, et ne se pose pas plus de questions que ça, clairement. Donc, la décentralisation a été le sujet qui a fait qu'on s'est penché sur la blockchain, parce que on avait besoin de ne plus centraliser l'information auprès d'un acteur et pour créer une confiance dans le partage. Si on veut que les gens partagent leur information, elle ne peut pas être stockée chez quelqu'un. Un tiers de confiance, de base, c'est un problème. Vous pouvez avoir confiance dans un petit groupe, mais dans une supply chain complexe avec des dizaines et des centaines d'entreprises, ça ne marche pas. Donc voilà pour répondre à ta première question. Et après, par rapport à ce qu'on fait concrètement, aujourd'hui, on a deux, je dirais, travaux principaux. Le premier, en effet, c'est au niveau de la supply chain aéronautique. Donc là, on travaille avec des grands OEM donc aéronautiques, ça va être du Airbus, on discute aussi avec des fournisseurs défense, etc. Parce qu'ils ont un premier problème qui est le ramp-up. J'imagine que vous êtes tous au courant de la situation actuelle géopolitique dans le monde. Il y a donc un ramp-up énorme au niveau aéronautique défense. Ramp-up, ça veut dire besoin de fabriquer beaucoup plus que ce qu'on fabrique actuellement. Et dans des supply chains très complexes, quand le client, c'est-à-dire les différents ministères, passe la commande au fabricant, disons Dassault, le temps que ça redescende au premier maillon de la supply chain, qui est en réalité le premier qui doit commencer à travailler, il y a une commande qui passe à un rang, et puis un rang, et puis un rang, et puis au milieu, on a une pièce qui est obsolète, du coup, on redemande plus d'argent, donc ça remonte, et puis ça redescend. Et donc, en fait, il n'y a aucune accélération. D'où le fait qu'aujourd'hui, ce qui peut paraître incroyable quand on nous dit que Boeing n'arrive pas, enfin Airbus, pardon, n'arrive pas à augmenter ses cadences. En fait, c'est pas qu'ils ne sont pas capables de le faire, c'est juste que le temps que l'ensemble de la supply chain s'organise, c'est très compliqué. C'est très long, et quand je dis que c'est très long, c'est que c'est genre très long. Et c'est là où Magie, la blockchain, va tout résoudre. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'on propose, nous, dans notre solution, c'est de recréer, alors on utilise le mot jumeau numérique, mais on digitalise en fait la nomenclature des équipements. De fait, on a identifié l'ensemble des fournisseurs de chaque équipement. On est même capable de dire, qu'est-ce qui va être obsolète, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et quand on a un besoin de commande,
tout de suite, l'information est capable d'être diffusée instantanément, puisque c'est toute la magie de la blockchain, instantanément au bon rang. Donc, on accélère ça, en fait. Donc, avec des solutions sans trop de complexité, puisque nous, on ne développe rien, on utilise des technologies qui existent. Hein, donc, en utilisant ces technologies existantes, on arrive à accélérer donc, du ramp-up, on arrive à améliorer la visibilité des composants et des stocks. Voilà, c'est tous ces cas d'usage-là. Ok, non, mais très clair. Et alors justement, pour rebondir sur cet exemple, comment vous faites, parce qu'on est au salon quand même, donc sur la cyber, comment créer cette confiance si indispensable pour garantir qu'il n'y aura pas de faille sur le stockage, la protection des données. Comme vous le savez, alors quand on rentre dans le détail, on sait très bien que ça ne concerne pas des blockchains à proprement parler, mais plutôt des acteurs, des nœuds, on pense aux bourses et des acteurs comme ça, mais comment réussir à garantir aux acteurs qui vont non seulement partager des données, mais en plus devoir finalement faire confiance à une infrastructure qui n'est pas la leur, je veux dire, d'un point de vue propriétaire? Alors c'est un vrai challenge, parce qu'il faut quand même comprendre un minimum la manière dont ça fonctionne. Et ce qui est paradoxal, c'est que ça oblige à comprendre comment fonctionne un système décentralisé, alors que jamais personne ne s'est posé la question de savoir comment fonctionnait un système centralisé. Parce qu'on a complètement délégué depuis 25 ans ou 30 ans finalement les opérations à des tiers qui bossent plutôt pas mal. Mais donc c'est une vraie problématique, parce que cette fois-ci, à partir du moment où on dit on peut vous aider à mettre en place des systèmes plus souverains, il y a une contrainte qui va avec, c'est que si c'est plus souverain, si on en a plus la maîtrise, il faut quand même un minimum savoir de quoi on a la maîtrise. Et donc, il y a une première chose, c'est l'open source. Bon, ça, je pense que c'est compris aujourd'hui. Le fait de reposer sur de la technologie qui n'est pas propriétaire. Alors l'open source, je suis pas sûr que ce soit bien compris, mais le fait que ce soit pas propriétaire, ça c'est très bien compris. Donc ça c'est un premier point. La réversibilité, c'est-à-dire le fait de se dire, je rentre dans un système, enfin je mets en place un système, mais quoi qu'il arrive, je pourrais ressortir, c'est même pas ressortir du système, je pourrais soit le répliquer ailleurs, soit prendre mes données, ou en tout cas faire en sorte de continuer à opérer sur ce système quoi qu'il arrive, quels que soient les partenaires que je vais choisir. Ça montre aussi au passage la capacité et la pérennité dans le temps, parce que à partir du moment où on sait qu'on fait des choix aujourd'hui sur lesquels on peut revenir plus tard sans changer tout, c'est extrêmement rassurant. Ensuite, il y a des questions qui sont beaucoup plus techniques, à savoir qu'est-ce que c'est que le chiffrage, qu'est-ce que c'est qu'une clé pour pouvoir chiffrer. Ces choses-là, effectivement, il va falloir rentrer un tout petit peu dans le détail, en sachant qu'il y a des solutions sur le marché qui marchent très bien pour essayer d'abstraire un peu toute cette complexité. Mais en effet, il faut quand même, quand on met en place des systèmes comme ça, on est quand même dans des sujets qui sont un petit peu complexes, et il n'y a rien à faire, il n'y a pas de raccourci en fait. Si on veut pouvoir sortir de cette dépendance à des plateformes, si on veut pouvoir faire des économies, et si on veut pouvoir aussi plus innover, parce que le problème d'être dépendant des plateformes, c'est qu'on est très contraint sur les choses qu'on peut mettre en place. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises avec lesquelles on travaille qui ont baissé les bras. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que ils peuvent faire ce qu'on leur donne bien la possibilité de faire. Et s'il y a des choses qui sont plus complexes, honnêtement, on ne va pas le mettre dans la roadmap parce qu'on ne va pas s'en sortir. Donc il y a aussi une réappropriation de la capacité d'innover. Alors ça fait beaucoup de sujets d'un coup, donc c'est long, mais bon, alors je suis peut-être un peu optimiste, mais j'ai l'impression que ça se passe. Nous, ça passe beaucoup par de la formation, de la sensibilisation. C'est-à-dire que c'est des sujets qu'ils ne connaissent pas du tout, comme tu disais, et donc il faut prendre du temps pour ça. Alors là, on prend son bâton de pèlerin et puis on se déplace, on fait des conférences, on discute avec des sociétés et on fait des formations sur ces sujets-là. Ça passe par ça automatiquement. Et après, on fait aussi des démonstrations sur ce qu'on est capable de faire, parce que il faut souvent, la problématique de l'innovation, c'est que les gens, pour pouvoir se projeter sur qu'est-ce qu'on pourrait faire demain, à quoi ça pourrait servir, etc., il faut qu'ils visualisent quelque chose. Donc on développe des preuves de concept, des choses comme ça. Et alors, je me mets à la place de ces entreprises, et il y en a certainement dans la salle. Il y a aussi des questions, quand on investit, il y a des questions d'arbitrage, coûts, risques, les avantages. Fabien, là-dessus, est-ce qu'il faut aller, même en 2025, aller plutôt chercher les avantages de la blockchain dans des histoires d'organisation interne, ou même maintenant, aujourd'hui, on arrive un peu à le chiffrer en termes d'avantages coûts,
Est-ce qu'on arrive à mieux organiser des modèles? Très rapidement, je vais partager 2 petites histoires qui répondent à la question, qui répondent même aux 2 questions, pourquoi le Web3 et comment on le chiffre. Au-delà de mes activités chez Vivendi, je suis maire d'une ville depuis 2020, et en 2020, j'ai fait une consultation citoyenne, et j'avais fait le choix avec 2 autres collègues de la faire sur blockchain, justement, pour être les bons élèves, mais parce qu'on était nous-mêmes déjà un peu éduqués sur le sujet. Il se trouve qu'on a été hacké. Et on s'est dit... Et non, c'était assez intéressant, parce que sur le coup, c'est pas drôle. Je vous rassure, quand vous avez une queue de 1000 personnes devant la mairie, c'est pas drôle. Mais on s'est fait hacker. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, en tant que mairie, c'est pas comme Vivendi, j'ai pas les moyens de faire des pentests et de vérifier, j'ai pas les mêmes moyens sur la consultation. Qu'est-ce qui avait été hacké? Bon, c'est pas cool, c'était l'endroit où les cartes d'identité étaient théoriquement stockées. Pourquoi théoriquement? Parce qu'on a eu du bol cette fois-ci en tout cas. C'était un white hat, autrement dit, il nous a juste alertés et on a juste arrêté. On n'a pas été hacké de manière violente, heureusement. On aurait pu l'être. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'après, la question, c'était la chose suivante. C'est, OK, on a sauvé les données, on a réussi à protéger, on travaille à la CNIL avec tout le monde, OK. Mais derrière, est-ce que les résultats, on peut dire qu'ils ont été truqués ou pas? Et en fait, on s'est rendu compte que cette fois-ci, on avait voulu faire un peu les malins et les bons élèves avec la blockchain, mais si on ne l'avait pas fait, comment on aurait pu prouver que les résultats avaient été retouchés ou pas retouchés? On n'aurait pas pu. Parce que cette question du tiers de confiance, c'est un vrai sujet. Et moi, je l'avais vécu il y a quelques années avant sur des modèles centralisés où, à l'époque, c'était Oberture qui était sur des modèles full centralisés sur des pays africains. Ils avaient eu quelques-uns de leurs employés qui ont failli y passer parce qu'ils étaient pris à partie. C'était eux le tiers de confiance. Donc celui qui avait perdu n'était pas du tout d'accord. Je vais un cran plus loin. Ça, c'était il y a 5 ans. Maintenant, revenons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quelques mois encore, nous, chez Vivendi, on a des photoreporters, on a des journalistes. Et on a des photoreporters qui vont donc, par exemple, aller en Ukraine. Et ils vont aller, par exemple, prendre une photo d'un charnier. Et puis, une fois qu'ils ont pris la photo du charnier et dit que c'était un charnier, je ne sais pas, à côté de Kharkiv, bah, si la Russie fait un démenti et dit « maintenant, c'est absolument faux », comment vous prouvez que vous étiez bien en Ukraine, que c'était bien ce jour-là? Alors, vous avez aujourd'hui le mot deepfake qui est partout. Mais le deepfake, ça peut être plein de choses. Ça peut être une photo, ça peut être une vidéo. Et puis avec l'IA, c'est en train de devenir complètement mainstream et ça ne coûte plus rien du tout. Il y a encore quelques années, quand on voulait faire de la protection d'une image, d'une photo, d'un document, ça coûtait très cher. Moi, on avait regardé chez Vivendi pour l'évaluer parce qu'on avait déjà compris le risque. Ça coûtait extrêmement cher. Aujourd'hui, pour quelques centaines d'euros, vous pouvez vous en tirer chaque année pour pouvoir sécuriser un certain nombre sur blockchain de transactions, autrement dit de contenu. C'est plus une question de coût, c'est une question complètement de compréhension. Et moi, je dis toujours, je ne suis pas un vendeur de blockchain, de Web3, d'IA, de tech, je m'en fiche. Je veux juste la solution à un problème. Si ce n'est pas la blockchain, eh ben on ne fait pas de blockchain. Si c'est de la blockchain, bon, ben on fait de la blockchain. S'il y a mieux que la blockchain, on fait mieux. Or, aujourd'hui, je ne connais pas, pour les raisons qui ont été dites, de meilleurs moyens de protéger des contenus, plus globalement de protéger, j'ai envie de dire, au-delà du contenu numérique, aussi certains contenus physiques, comme tu le disais, sans utiliser ces technologies qui apportent une gouvernance, qui apportent de la transparence et qui apportent une sécurité qui permet réellement, pas seulement en tant que nation, mais aussi qu'entreprise, de se réapproprier ces données et ces contenus et donc de retrouver une certaine souveraineté. Là-dessus, sur justement ton dernier point sur la possibilité donc d'authentifier, de tracer, que ce soit des photos ou d'autres choses, que de fait, on revient sur notre sujet des pièces détachées ou alors du passeport numérique. Aujourd'hui, ça marche bien peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume à gérer. Est-ce qu'on est capable de passer à l'échelle, enfin je veux dire de vraiment gérer à un niveau colossal des données, que ce soit des passeports numériques? On sait que pardon hein, Frédéric, mais c'est quoi? Ça concernerait 3 ou 4 milliards d'objets à l'échelle européenne. Donc quand on sait voilà, parfois la lourdeur de certains protocoles, est-ce qu'à ce niveau-là, ça pourrait marcher? Je pense que ça, c'est réglé aujourd'hui. On aurait eu cette discussion il y a 2 ans, je t'aurais dit ça va être réglé, mais je n'aurais pas été 100% convaincu. Mais aujourd'hui, c'est réglé. Il y a beaucoup de technologies sur le marché, je ne vais pas toutes les lister. Il y a eu énormément d'investissements il y a 3, 4, 5 ans sur des sujets qui sont vraiment très très bas niveau, qui ont donné depuis des résultats, pas tous, mais la plupart. Donc le choix technologique, il est pléthorique et tous les volumes ne sont pas possibles.
hein, c'est clairement. Mais tu vois, sur mon cas d'usage, alors aujourd'hui, on est vraiment encore petit. Hein, tu vois, on a fait il y a 3 millions d'objets qui font l'objet d'un suivi sur le Donc vous avez l'équivalent de 3 millions de passeports numériques. Passeport numérique. Donc c'est tout petit. Mais faire x100 ou x1000, aujourd'hui, avec ce qu'on connaît et ce qu'on a sous la main, ça pose aucun problème. Donc bon, on a quand même de l'espace, d'autant que les déploiements technologiques, même si on aurait envie que ça se fasse in a snap, la réalité c'est que ça prend très longtemps parce que il faut connecter ça avec des systèmes d'information existants, avec des métiers, donc je dirais que là on est arrivé à un moment où la technologie va beaucoup plus vite dans son déploiement et son développement que la demande, donc il n'y a pas vraiment de problème. Ceci dit, la blockchain n'est pas adaptée à tout. Elle n'est pas adaptée à toutes les vélocités et à tous les types de contenus. Donc, je reviens de data. Je reviens sur ce qu'on disait au tout début. Les données qui ont de la valeur, elles méritent probablement, à un moment donné, d'être traitées par un système non centralisé. Mais si c'est des données qu'on en a très peu, il faut se poser la question. En fait, le cas de quand est-ce qu'on va vers de la blockchain, il faut toujours l'avoir en tête, c'est pérennité de l'information, le problème de la falsification, ces choses-là. Et évidemment, c'est un coût qui est pas tellement le prix à payer en termes de ressources, mais c'est plutôt le fait d'avoir à changer ses habitudes, où là, effectivement, on peut se poser la question, mais dès lors que l'information qu'on veut sécuriser a suffisamment de valeur, je pense que on est arrivé à un moment où ça vaut le coup de le faire. Après, il faut avoir envie, et j'ai envie de penser que les entreprises ont intérêt à s'y mettre assez vite, simplement parce que une entreprise, c'est de plus en plus de la donnée, et si on n'est pas capable de la gérer soi-même, au bout d'un moment, on n'est plus compétitif. Ça, c'est vrai que c'est un... Pardon Simon, tu voulais réagir ? Oui, je voulais juste, par rapport à ta question sur l'adoption, etc. Il y a en fait... Sur côté industriel, il faut comprendre un truc, c'est que les temps de décision sont énormes. Pour donner une idée, globalement, quand il y a un projet, un programme qui est lancé dans une compagnie aérienne, par exemple, c'est 4 ans. Mais ces 4 ans, il ne se passe rien pendant 4 ans. C'est-à-dire qu'ils vont au bout des 4 ans. Donc, en 4 ans, la technologie, à proprement parler, blockchain, chiffrement, ça... C'est un siècle, ah oui, à l'échelle. Non, c'est énorme. Le temps de cycle entre deux nouvelles technologies réduit depuis des années. C'est vraiment les nouvelles innovations arrivent de plus en plus vite par rapport à ce que ça pouvait être dans le temps. Au niveau industriel, on est des dinosaures, quoi. Donc ce que Frédéric disait il y a 2 secondes, c'est plus compliqué, c'est plus long d'intégrer dans une blockchain, dans une industrie, que réellement la problématique de est-ce que c'est scalable ou pas au niveau blockchain, puisque de toute façon ça le sera. Donc, Ok, non, mais super. Alors, j'ai encore évidemment des questions, mais je vous propose aussi d'en prendre dans la salle. N'hésitez pas si vous en avez. Et ma proposition tient toujours, hein, je pourrais vous mettre en contact avec eux si vous en avez après. Yes. Merci, super intéressant. Petite question, comment est-ce que vous gérez justement les changements technologiques? On l'a dit, 3 ans, c'est un siècle dans le secteur de la blockchain. Aujourd'hui, on parle layer 2, voire layer additionnel. On parle zero knowledge proof, on parle des langages qui sont dédiés à ça. Comment est-ce que vous gérez ça concrètement? Oui, alors peut-être pour ceux du fond, effectivement, comment vous gérez la vélocité technologique dans le secteur blockchain? Je commence. Notre métier, c'est de faire en sorte que l'utilisateur ne le voit pas, ça. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il comprenne comment ça marche, mais l'important, c'est on ne peut pas bâtir des solutions industrielles si on n'a pas un minimum l'idée de la pérennité de ce qu'on est en train de mettre en place. Donc c'est à nous, start-up, on appelle ça comme on voudra, hein, mais de créer un niveau d'abstraction suffisant pour que le client final, il a branché à un moment donné quelque part. Et puis ce qui se passe derrière, peu importe, mais faudra qu'il n'ait pas débranché pour rebrancher. Et ça, de toute façon, c'est vrai hein, dans l'informatique d'une manière générale. Donc on essaye de se mettre le plus haut possible, et puis on essaye de faire en sorte d'être connecté à des outils métiers. Et la question est intéressante parce que nous, aujourd'hui, d'un point de vue technique, on passe plus de temps à travailler sur de la connectique et la compréhension de la manière dont fonctionnent les métiers et des systèmes en place, plutôt qu'à travailler aujourd'hui sur des sujets purement blockchain. Donc oui, faire des connecteurs à SAP, à Salesforce, même si c'est pas très rigolo à faire, en fait c'est là que se
passe effectivement la valeur du service qu'on peut rendre. Et en dessous, effectivement, ça va très vite. Clairement, il y a des progrès qui avancent très vite. Pas aussi vite qu'on pourrait l'imaginer quand on regarde juste l'actualité, hein, parce qu'il y a quand même encore un gap entre ce qui est annoncé et ce qui existe. Mais ça n'empêche que oui, il y a eu des progrès qui sont absolument fous en l'espace là des 3 dernières années, en particulier parce qu'on est rentré dans une ère industrielle pour ces technologies-là. À partir du moment, et on revient toujours à ta question de départ, hein, Raphaël, l'univers financier, enfin l'écosystème financier, maintenant a adopté de manière entre guillemets officielle ces technologies. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une maturité derrière et que voilà. Sous-entendu, on attend un petit peu l'équivalent d'un ETF Bitcoin dans un univers non financier. C'est un peu ça. Enfin, disons que des produits qui effectivement embarquent tout un secteur. Je pense qu'on y est, mais c'est moins démonstratif et c'est moins public en fait que des ETF qui sont à destination de tous. Pour rebondir, à part Raphaël, je crois que je fais partie dans l'écosystème crypto de ceux qui voyagent le plus. J'ai fait, je crois, 17 pays depuis septembre. Et en fait, il y a une grosse évolution. Si vous regardez en l'espace d'1 an, le shift qu'il y a eu, il est hyper important, mais il n'est pas visible en France. Et c'est ça qui est un petit peu perturbant. Vous allez en Chine, vous allez à Shenzhen, vous voulez regarder un petit peu ce qui se passe, la bourse aux actifs culturels, ils sont déjà sur blockchain public, alors qu'on dit en France que la blockchain publique n'existe pas en Chine. Ils sont déjà institutionnellement sur blockchain public. Vous allez dans la Silicon Valley, vous regardez un petit peu les GAFA, il y a des consortiums qui ne sont pas, entre guillemets, des choses qu'on va regarder, parce que c'est un peu B2B, un peu technique. Ils sont déjà tous sur blockchain public. Sur des sujets, par contre, qui ne sont pas forcément sexy ou qui ne paraissent pas sexy. C'est de la sécurité, de la traçabilité, c'est des questions de lutte contre la contrefaçon ou de prévention ou de meilleure traçabilité, y compris sur la publicité et donc la monétisation. Alors, nous, ça nous passionne, mais c'est peut-être moins grand public. Évidemment, chez Vivendi, on a des équipes dont le métier, c'est de faire de la veille et de vérifier ce qui va se passer dans le futur. Regardez le quantique, regardez l'IoT, regardez même des innovations qui sont hors champ, mais qu'on pourrait rapatrier chez nous. Alimentaire, etc. Mais la réalité, c'est qu'en miroir, on a un devoir quand même de regarder les meilleures solutions. Moi, je ne regarde pas la tech en tant que telle, je regarde les meilleures solutions. Or, aujourd'hui, sur les besoins les plus prégnants d'un groupe qui se fait face à un impact technologique inédit, c'est la première fois qu'on a un géant de la taille de Vivendi, ou plus exactement d'un secteur qui est celui au global, à la fois de la création de contenu et pour ne pas dire englober aussi le luxe, c'est la première fois où on est percuté de plein fouet par une technologie. On dit toujours, d'habitude les techs, c'est l'école bleue. Là, non seulement c'est l'école blanc, mais en plus c'est d'une certaine manière en train de nous impacter en termes, pas seulement d'orgas, mais de transfo et de valeur, et donc d'existence. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de renouveler nos gouvernances, et j'ai envie d'aller un cran plus loin et de rajouter que pour nous, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort pour notre industrie, parce que si on n'a pas la capacité de transformer notre manière de se monétiser, de créer et de valoriser nos profils, alors la créer telle qu'on crée aujourd'hui, ça n'aura demain plus aucun sens. C'est vraiment des questions pas nouvelles, piratage, copyright, etc. Mais à l'échelle de l'IA, ça s'appelle le Web3. Juste pour compléter par rapport à différents secteurs, côté industriel, encore une fois, on est des dinosaures. Du coup, je vais juste prendre l'exemple des ERP. Les ERP, j'imagine que ça vous parle, SAP et autres. Un ERP, on en choisit un dans une entreprise, on l'implémente, ça coûte plusieurs millions. Globalement, on n'en change pas avant 10-15 ans, quoi. Et encore, des fois, c'est encore plus loin. C'est des choix qui sont faits dans l'entreprise, les industriels, c'est comme ça se passe comme ça. Donc, il y a un moment où on stoppe une technologie et on va vivre avec. Donc, nous, on ne se pose pas trop la question de la vitesse de développement, des nouvelles technologies, etc. Dans notre cas, ce que le Nicomatic Explorer, on développe, on est focalisé sur des technologies très récentes, voire même qui ne sont pas encore complètement abouties, en se disant, au moins, on choisit quelque chose qui va être suffisamment long dans le temps, quoi. Mais très concrètement, on n'a pas cette problématique-là de vitesse de développement technologique par rapport à... C'est vraiment deux rythmes de vie. Donc, Ok, merci beaucoup. Peut-être encore une ou deux questions, vraiment n'hésitez pas. Oui, monsieur. Une question sur on dit que les blockchains sont disponibles. Mais il y a un intérêt aux personnes qui hébergent les blockchains à garder cette disponibilité.
comment s'assurer de votre côté que cette disponibilité est toujours permanente, qu'il n'y ait pas un risque que la blockchain soit liée à un cryptoactif qui s'écroule tout d'un coup et qu'il n'y ait plus aucun intérêt pour les gens qui hébergent la blockchain à continuer à l'héberger en fait. Il y a deux façons de gérer ça. Les blockchains qui sont complètement publiques, elles payent les gens qui participent à les opérer. Donc, si vous avez envie, c'est ça le mining de Bitcoin. Ça consiste à prendre un peu de ressources et puis le mettre à disposition du réseau. Donc, vous êtes payé pour ça. Et c'est assez bien pensé parce que ça crée un équilibre. C'est-à-dire que si la blockchain est suffisamment utilisée, de toute façon, on va toujours trouver suffisamment de gens pour venir l'opérer. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ça peut être simplement parce que vous avez envie, dans un écosystème, de partager ce commun de données. Et donc, chacun apporte un petit peu de ressources sans forcément avoir besoin d'être payé. Parce qu'une entreprise, ce qui l'intéresse, c'est d'accéder aux services et aux services rendus. Et donc, dans ce cas-là, on se partage juste ce qu'on appelle le consensus de cette blockchain. Donc, la question, c'est plutôt est-ce qu'il y a de l'usage ou pas. S'il y a de l'usage, il y a toujours un système qui va permettre de garantir sa pérennité. Bon, s'il n'y a pas d'usage, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de blockchain. Peut-être pour continuer sur la question, il y a quelques années, on me demandait toujours c'est laquelle blockchain qu'il faut choisir. Je suis super content, c'est rare, hein, c'est nouveau entre guillemets d'avoir des conférences où tout le monde est d'accord sur le fait que c'est blockchain public. À l'époque, on était souvent seul dans le désert quand on prêchait ça. Mais c'était la première chose. Deuxième chose, après ça dépend les choix technologiques que vous voulez suivant les solutions dont vous avez besoin. Typiquement, les raisons peuvent être plurielles, mais ça peut être des raisons écologiques, ça peut être des raisons de connectiques, ça peut être des raisons très différentes, aussi d'écosystèmes dans lesquels on va opérer. Moi, j'ai toujours eu tendance à dire que les entreprises, il y a un truc qu'elles n'aiment pas, c'est les risques. Surtout quand on a affaire à des technologies qui ne vont pas être forcément visibles. On veut prendre zéro risque. Et donc, on va aller plutôt sur celles qui ont déjà des premiers cas d'usage ou des technologies qui ont déjà été éprouvées ou des technologies qui sont vraiment déjà démocratisées. On n'est plus comme il y a 5 ans. Il y a 5 ans, même sur Ethereum ou sur d'autres blockchains, on disait « Oulala, c'est le début ». C'est plus le début depuis longtemps. Il faut regarder, maintenant, on est sur des projets qui sont industrialisés. On a des benchmarks qui existent. On a déjà les analyses qui ont été faites sur les sujets de sécurité, sur les sujets écologiques, sur les sujets, etc., d'implémentation ou de coûts. Ça a déjà été modélisé. Maintenant, c'est une question d'y croire qu'on a un besoin ou de considérer que c'est la bonne solution au besoin, en sachant derrière que la réalité, c'est surtout qu'il faut être un peu décloisonné. C'est un sujet, c'est rigolo, vous savez, c'est le cycle des innovations, c'est beaucoup de buzz. Et du coup, la question qu'on se pose là sur la blockchain, on nous pose la même sur l'IA, et puis on nous pose la même sur plein de choses. C'est pourquoi telle IA ou telle autre. En fait, ça dépend de ce dont vous avez besoin. Allez chercher la meilleure solution. Je ne suis pas un vendeur d'une IA souveraine française ou d'une IA d'Amazon, ou j'en sais rien. On s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est la bonne IA pour résoudre le bon problème, celle qui va, d'une certaine manière, répondre à l'ensemble de vos besoins. Oui, une minute. Oui, je vais juste pour compléter votre question. En fait, je pense que c'est vraiment la valeur du cas d'usage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les acteurs qui ont un intérêt réel économique à utiliser les applications ou les blockchains ou ce que vous voulez qui sont mises à disposition, ça continuera en fait. Aujourd'hui, si on prend Bitcoin, il n'y a absolument aucune raison que ça s'arrête. Mais par contre, vous avez raison, tous les acteurs pourraient décider, bon, on arrête tout, quoi. Et ça n'aurait plus aucune valeur. Mais il n'y a aucun monde dans lequel ça va arriver, puisqu'il y a un réel intérêt des usagers. Merci beaucoup. J'essaye vraiment de tenir le timing. Donc malheureusement, voilà, on doit s'arrêter là. Merci infiniment. Vous pouvez les applaudir. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Et donc on va juste faire quelques minutes de pause. Vous pouvez revenir à 15h30 pour la dernière table ronde qui s'annonce au moins aussi intéressante.